Alors, donc, on va parler de la thérapie inhalée, donc les différents types de puffs qui sont utilisés dans le traitement de l'asthme et de la BPCO. Alors, tout d'abord, il y a deux gros avantages de ces puffs. Premièrement, c'est qu'il y a moins d'effets secondaires puisque la dose nécessaire pour avoir une efficacité est beaucoup plus faible, hein, vient agir directement au niveau des bronches, donc moins d'effets secondaires. Et il y a une rapidité d'action, notamment pour les bronchodilatateurs, exemple le Ventola qu'on a vu, qui est utilisé pour les crises d'asthme, qui agit donc vraiment très, très rapidement puisqu'il vient directement faire son action au niveau des bronches. Alors, dans tous les cas, pour chaque puff, il faut bien se rincer la bouche. Donc, c'est gargariser et puis recracher, ne pas avaler l'eau. Alors, pour les trois classes qu'on a vues, il y en a certaines pour lesquelles il y a vraiment un avantage à le faire. Donc, pour les corticoïdes, on l'a vu, ça permet d'éviter les mycoses buccales, donc c'est nécessaire de le faire après chaque puff. Pour les puffs qui contiennent un anticholinergique, en fait, ça permet, le fait de se rincer la bouche, ça permet d'éviter la formation de caries. Parce que, pour rappel, les anticholinergiques, dans leur effet secondaire, ils peuvent donner l'effet de bouche sèche. Et quand on n'a pas assez de salive, il y a plus de risque de formation de caries. Et donc, le fait de se rincer la bouche après un puff à base d'anticholinergiques, ça diminue donc cet effet secondaire-là. Pour les bêta-2 mimétiques, il n'y a pas vraiment de bénéfice à le faire, parce qu'un bêta-2 mimétique ne vient pas spécialement faire un effet secondaire au niveau buccal. Mais pour avoir plus facile, on retient, après chaque fois qu'on a fait un puff, on se rince la bouche, enfin on gargarise et on recrache. Alors, il y a de quoi s'y perdre, hein, dans tous les puffs. Il y a énormément maintenant de puffs différents. Donc le but ici de ce cours-ci, c'est de voir en détail chacun de ces puffs, comment on les utilise. Dans le cours, ici dans le PowerPoint, moi je vais montrer les fiches qui sont en fait les fiches SSPF que vous aurez bien sûr par email. Et donc vous êtes censé pouvoir expliquer la bonne utilisation de chacun de ces puffs-là. Parce qu'il faut savoir qu'en officine, bon, normalement, on est censé avoir chacun des différents dispositifs en placebo pour pouvoir justement les montrer aux patients. Donc ça, n'hésitez pas en stage de demander à voir ces dispositifs placebo pour pouvoir les manipuler peut-être avec la fiche SSPF sous les yeux. Il y a aussi une chose que vous pouvez faire, c'est aller sur YouTube. Et sur YouTube, donc vous mettez BVP-SBP pour Société Belge de Pneumologie et l'autre en flamand. Je vous montre sur quoi vous arrivez. Donc j'ai mis BVP-SBP, Enter, j'arrive sur ceci. Et donc quand vous êtes sur leur page, au niveau des vidéos, en fait vous avez une vidéo explicative pour chaque puff. Attention, il y a à chaque fois la version en néerlandais et la version en français. Donc regardez bien FR et NL, allez bien vers la version française. Et donc vous avez une vidéo pour chaque type de puff. Donc ça, c'est déjà assez pratique. Et alors, il y a une deuxième chose qui est assez pratique aussi. Si vous avez un smartphone, il y a l'application qui s'appelle MyPuff, qui est très bien faite. Vous avez aussi les vidéos, vous avez des images. Mais vraiment, c'est super bien fait. Si vous avez l'occasion, téléchargez-la. Donc comme ça, vous avez un support visuel, le support écrit avec la fiche SSPF et pourquoi pas vraiment le support, le dispositif en main à l'officine. Si le coronavirus le permet, quand on se reverra, moi je les ai, tous ces différents dispositifs. Donc on fera en sorte que vous pouviez les manipuler au moins une fois avant le jury de fin d'année. Donc, d'abord, au niveau des différents types d'aérosols, donc il y a ici 3 aérosols qui vont en fait, quand on va appuyer dessus, faire s'échapper une brume qui contient le principe actif, donc qui était en solution ou suspension à la base et qui va être pulvérisé sous forme de brume que le patient va respirer. Alors, il y a soit 2 ici aérosols qui contiennent un gaz propulseur ou un sans gaz propulseur qu'on appelle le Respimat. Dans les aérosols avec gaz propulseur, il y a le classique, ça c'est vraiment le plus basique, qui est l'aérosol doseur, et il y en a un deuxième qu'on appelle l'auto-haleur, donc on va voir la différence, et donc sans gaz propulseur, ça c'est un dernier qui est sorti, qui est le Respimat.
Donc, voilà les fiches SSPF que je vous enverrai pour chaque aérosol. Donc, pour l'aérosol doseur, chaque fois ici, on vous indique s'il faut, avant de l'utiliser, faire quelque chose pour qu'il soit prêt à l'utilisation. C'est pas le cas pour chaque puff. Donc ici, avant une première utilisation ou après une période prolongée, donc plusieurs jours sans être utilisé, toujours bien retirer le capuchon, secouer l'aérosol et libérer 1 à 3 doses dans l'air pour justement voir qu'il y a bien un nuage qui sort et que le puff fonctionne toujours bien, qu'il n'est pas bloqué. Donc ça, c'est avant de l'utiliser ou si on ne l'a plus utilisé depuis longtemps. Donc voilà, maintenant, ici par exemple, je dois utiliser le puff, qu'est-ce que je fais? Donc je retire le capuchon, je secoue l'aérosol. Il faut avoir en tête que certains aérosols doseurs contiennent une solution, d'autres une suspension. Donc c'est vrai qu'en théorie, les solutions, on n'a pas besoin de les secouer, c'est juste les suspensions qu'il faut secouer. Mais de nouveau, simplifiez-vous la vie. Dites-vous que tous les aérosols doseurs, on les secoue, ou si même vous secouez une solution, ça ne fera rien. Par contre, si vous ne secouez pas une suspension, ça peut poser problème. Donc retenez qu'on secoue chaque fois quand c'est un aérosol doseur, c'est plus facile. Alors, on éloigne l'aérosol doseur donc, de la bouche et on va expirer profondément pour bien vider les poumons. On se tient bien droit, tenir l'aérosol doseur à la verticale avec l'embout buccal dirigé vers le bas, placer l'embout buccal entre les dents et serrer bien les lèvres. Il ne faut pas qu'il y ait de principe actif qui s'échappe. Alors, très important, et c'est ça le problème avec les aérosols doseurs, c'est que donc il va falloir commencer à aspirer lentement et profondément, tout en appuyant, donc ensuite appuyer sur le haut du flacon métallique tout en continuant à aspirer. Donc vous commencez à aspirer, vous cliquez, vous continuez à aspirer lentement et profondément pour essayer vraiment d'inhaler tout ce nuage qui va sortir de l'inhalateur et donc bien continuer à aspirer. On retire l'aérosol et on retient la respiration pendant 5 à 10 secondes. Essayez de faire une inhalation comme ça même, juste faire une inhalation lente et profonde et de retenir votre respiration 10 secondes. 10 secondes, c'est long, hein, donc voilà, un maximum, on retient sa respiration pour que le P1 est vraiment bien loin dans les bronches et puis on expire lentement, on respire normalement. Si nécessaire, donc s'il faut une deuxième dose, on attend 1 minute et on répète les étapes 2 à 8. On remet le capuchon et on l'a dit, on se rase bien la bouche, on gargarise et on recrache. Ça va? Donc, le truc à avoir en tête ici, dès qu'on vous dit aérosol doseur, c'est ce qu'on appelle le problème de synchronisation. Il faut synchroniser absolument le moment où vous appuyez pour libérer la dose et votre inspiration. Parce que si vous aspirez trop longtemps avant, et que vous poussez trop de secondes après, vous n'aurez plus assez d'aspiration pour inhaler tout le nuage. À l'inverse, si vous appuyez trop tôt et que vous aspirez trop tard, il y a plus de PA qui va se mettre dans votre bouche que dans votre bronche. Donc vraiment, la synchronisation, ici, le fait de faire les deux en même temps, c'est quelque chose de très important pour les aérosols doseurs. Et imaginez un bébé, un enfant, une personne âgée peut-être aussi, ou même il y a certains adultes qui ont des difficultés à synchroniser. Et donc dans ces cas-là, on va utiliser ce qu'on appelle une chambre d'inhalation. Donc ici, je vous montre parce qu'on le voit bien sur la photo de droite. En fait, on va venir insérer l'aérosol doseur dans un dispositif qu'on appelle une chambre d'inhalation, au bout duquel il y a soit un masque qu'on met sur le visage, donc le nez et la bouche, ou juste un embout buccal, comme ici il y a juste un embout buccal. Et en fait, on va venir libérer la dose dans la chambre d'inhalation, et à l'autre bout, il y aura le bébé, l'enfant, qui pourra tout simplement respirer normalement pour aspirer donc tout le PA qui a été libéré dans cette chambre. Il n'y aura plus besoin de synchroniser. On appuie et l'enfant à l'autre bout respire normalement, 5 à 10 respirations pour bien inhaler tout le puff. Donc ça permet de contourner le problème de synchronisation dû à l'utilisation des aérosols doseurs. Donc c'est ça le premier avantage, donc pas besoin de synchronisation donc pour toutes les personnes qui auraient des difficultés comme les bébés, les enfants, personnes âgées, mais un adulte également aussi. Hein.
Deuxième avantage, c'est que avec les corticoïdes inhalés, on a vu qu'il pouvait y avoir le problème de mycose buccale. Donc, on devait bien se rincer la bouche, gargariser, recracher. Si malgré ça, la personne a quand même des mycoses, ben, on pourrait, si bien sûr le puff qu'elle utilise est un aérosol doseur, parce que toutes les chambres d'inhalation ici ne vont qu'avec ce type de puff-là, eh ben, on pourrait lui mettre une chambre d'inhalation. Parce qu'en fait, quand on met une chambre d'inhalation, les grosses particules qui sont lourdes, plutôt que d'aller sédimenter en bouche, parce qu'elles ne seront jamais inhalées jusqu'au poumon, plutôt que d'aller se déposer dans la bouche, ben elles se déposeront dans la chambre d'inhalation. Et donc, du coup, il ne restera plus que les toutes fines particules qui, à l'aspiration, vont avoir beaucoup plus facile, parce qu'elles sont moins lourdes, d'aller dans les bronches et ne vont pas se déposer dans la bouche. Et donc, ça permet de diminuer le risque de mycose buccale en cas de corticoïdes inhalés sous forme d'aérosol doseur. Donc, il y a différents types de chambres d'inhalation. La plupart, sauf celle du milieu qui est en aluminium, les autres sont en plastique. Et donc, on va voir que pour l'entretien, il y a une particularité pour celles qui sont en plastique, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'électricité statique avec ces chambres en plastique-là. Sinon, quand vous allez mettre le puff dedans, mais toutes les particules vont aller se coller sur la paroi de la chambre. Donc ça, on verra au niveau de l'entretien, il y a une petite particularité. Alors, ici, une remarque, le volumatique, lui, il ne contient qu'un embout buccal. C'est pas possible d'avoir un masque qu'on viendrait mettre sur cette chambre-là. Donc, ça veut dire que ce ne sera pas pour les bébés et les tout petits enfants qui ne savent pas juste aspirer par la bouche. Et donc, à ce moment-là, il faudra aller vers une chambre qui contient un masque. Et alors, pour le baby hauler et le volumatique, donc le baby hauler qui est ici et le volumatique, en fait, ces deux chambres d'inhalation-ci ne fonctionnent qu'avec les aérosols doseurs Flixotide, Cérévan, Cérétide et Ventola. Si vous avez un autre médicament, une autre spécialité en aérosol doseur que ceux-là, il ne faut pas donner un baby hauler ou un volumatique, l'aérosol doseur ne va pas dedans, ça va? Tandis que l'aérochamber, ici le Vortex et le A2A Spacer, eux, ils vont avec tous. Ils sont compatibles avec tous les puffs. Alors, ceci, ne retenez bien sûr pas ça par cœur. Peut-être le noter dans votre cahier de stage, par exemple. C'est des petites notes qu'on peut avoir dans un cahier qui sont toujours pratiques à avoir sous la main, mais ne retenez pas ça par cœur. Ne retenez pas non plus le nom des chambres par cœur. Peut-être juste avoir en tête la Vortex, parce que elle est en aluminium, et on va voir pour l'entretien, c'est plus facile et ça permet de diminuer l'électricité statique. Et en plus, elle est compatible avec tous les puffs. Et en plus, il y a un masque il y a différents masques en fonction de l'âge, donc on peut donner ça aux tout petits et aux adultes. Alors, comment est-ce que ça fonctionne, la chambre d'inhalation ? Donc, bien sûr, on va utiliser l'aérosol doseur. Si on ne l'a plus utilisé depuis longtemps, il faut faire comme la page avant, le secouer, libérer une dose dans l'air. Donc, une fois qu'on veut l'utiliser avec la chambre, donc on enlève toujours le capuchon, on secoue bien l'aérosol, on vérifie l'absence de corps étrangers et d'endommagement dans la chambre, vérifier que les valves soient bien en place. Ça, je vous mettrai dans l'email un lien d'une vidéo qui montre le baby hauler, justement avec les petites valves qui sont à l'intérieur, comme ça vous verrez de quoi on parle. Et introduisez donc l'aérosol dans l'orifice de la chambre. Alors, introduisez l'aérosol dans l'orifice de la chambre d'inhalation, ok, tenez-vous bien droit, tenez la chambre d'inhalation en position horizontale, placez l'embout buccal entre les dents et serrez bien les lèvres, ou si c'est un masque, placez-le sur la bouche et le nez de façon étanche. Donc, dès que l'enfant est capable de collaborer, donc plus ou moins vers 5 ans, donc c'est-à-dire qu'il sait juste aspirer par la bouche et contrôler le fait de ne pas aspirer par le nez, c'est toujours mieux d'utiliser l'embout buccal. Comme ça, il n'y a vraiment aucune perte. Tout est inhalé et va au niveau de la bouche et pas une partie qui est perdue au niveau du nez. Alors, 2 techniques pour l'inhalation. Je pense que celle-ci, c'est la plus utilisée. Je vous lis la deuxième. Donc, appuyez une fois sur l'aérosol doseur, donc pour libérer une dose du médicament dans la chambre. Et donc, à l'autre bout, vous avez la personne qui respire lentement, profondément. Et on compte 5 à 10 respirations pour un enfant et 2 à 4 donc, aspirations pour un adulte.
Donc la chambre d'inhalation doit être tenue à l'horizontale au moment de la libération de la dose, mais après, elle peut être penchée lors de l'inhalation, par exemple si l'enfant est dans les bras ou couché. Donc ça, c'est hyper pratique parce que ça veut dire que si on doit faire ça à un bébé et que dès qu'on lui met cette grosse chambre, ce truc bien impressionnant devant sa bouche, il commence à pleurer et qu'on n'arrive pas à lui donner, on peut très bien faire ça quand il est en train de dormir. On libère la dose à l'horizontale dans la chambre d'inhalation et puis on penche le dispositif pour le mettre sur la bouche de l'enfant. Donc ça, c'est assez pratique. Il l'était mis ici en dessous d'ailleurs. Alors, pour le nettoyage de la chambre d'inhalation, donc ça c'est vraiment particulier. Donc, c'est également dans les vidéos sur YouTube, là, du lien que je vous ai donné. Donc, la chambre d'inhalation doit être nettoyée une fois par semaine. Donc, il faut démonter les différentes parties de la chambre, immerger les pièces dans de l'eau tiède, légèrement savonneuse pendant 15 minutes. On agite doucement. Alors, les chambres métalliques et en plastique antistatique peuvent être rincées à l'eau claire, mais normalement, même les chambres en plastique qui sont dites antistatiques, voilà, il faut quand même se méfier. En tout cas, les chambres métalliques, ça, vous pouvez les rincer à l'eau claire, c'est certain. Mais les chambres en plastique classiques, il ne faut pas les rincer. Donc, c'est-à-dire qu'il faut laisser le dépôt de savon sur les parois du plastique. C'est ça qui va permettre de diminuer l'électricité statique et qui va permettre que la chambre soit toujours utilisable. Et donc à ce moment-là, on ne l'essuie pas non plus à cette chambre en plastique et on la laisse sécher sur le côté, sur un linge. Alors on élimine le surplus de l'eau en secouant et donc on laisse sécher à l'air libre en position verticale. Et ensuite, on remonte la chambre lorsque toutes les parties sont bien sèches. Ça va donc, les métalliques, il faut rincer. Les plastiques, on ne rince pas, on laisse la pellicule de savon pour diminuer l'électricité statique. Alors, ici donc, j'aurais dû peut-être remettre les dias. Voilà, je viens de faire l'aérosol doseur avec le problème de synchronisation pour ce type d'aérosol doseur-là. Et donc, on a vu que s'il y avait un problème de synchronisation, on devait utiliser la chambre d'inhalation. Je passe au deuxième type d'aérosol qui est l'auto-haleur. Donc pareil, vous aurez ici la fiche SSPF. Alors de nouveau, si c'est la première fois qu'on l'utilise, il y a une petite manipulation à faire, ou si ça fait plus de 2 semaines qu'on ne l'a plus utilisé. Donc enlevez le capuchon, tout ça vous verrez mieux au niveau de la vidéo, parce que le dessin est assez petit ici. Chargez la dose comment ? En soulevant, vous verrez, il y a un petit clapet sur le dessus de l'aérosol, donc en soulevant le clapet supérieur, agitez l'inhalateur et alors pour libérer la dose, donc sans devoir la prendre et voir qu'il y a bien un nuage qui sort, vous verrez qu'il y a une petite grille en dessous qui permet de libérer. Il y a une petite flèche dessus, si vous appuyez, ça permet de libérer la dose. Et donc vous voyez bien qu'il y a un nuage qui sort, c'est bon, c'est que mon aérosol fonctionne bien. Je peux refermer, donc je referme le clapet. Ça va ? Mais après, quand on va faire l'inhalation, c'est pas le petit disque qui est en dessous qui va nous permettre de libérer la dose. Non, on va voir que c'est notre aspiration qui va libérer la dose. Donc ce petit disque, après, on ne l'utilise plus pour prendre une dose. Donc comment est-ce qu'on fait pour utiliser l'auto-haleur ? Donc on enlève le capuchon, on lève le petit clapet, on agite l'auto-haleur. De nouveau, on éloigne l'inhalateur de la bouche. On expire donc pour bien vider les poumons. On tient le dispositif à la verticale, embout buccal vers le bas, on se tient bien droit. On place l'embout entre les dents, on serre bien les lèvres. Veillez à ne pas boucher les prises d'air avec les doigts. Et ici, de nouveau, on aspire lentement et profondément par la bouche. Et donc, quand vous allez aspirer, en fait, c'est votre aspiration qui va déclencher la dose. Ça va ? Donc, au moment de la libération de la dose, quand vous allez aspirer, vous allez entendre un clic. Ce clic-là, ça vous indique que la dose vient d'être libérée. Donc, on continue bien à aspirer lentement et profondément pour inhaler tout le nuage. Ça va ? Si on n'entend pas de clic, ça veut dire qu'on n'a pas aspiré suffisamment fort et qu'on n'a pas auto-déclenché la dose. Ça va ? C'est pour ça que ça s'appelle un auto-haleur. C'est parce que c'est notre aspiration
qui déclenche la dose. Ça va, il ne faut pas appuyer sur un bouton et en même temps aspirer. Donc ici, il n'y a pas de synchronisation. Donc ça, c'est un avantage par rapport aux aérosols doseurs. Mais par contre, il faut avoir un débit aspiratoire suffisamment fort pour pouvoir déclencher la dose. Un enfant qui fait juste comme ça sur le truc, ça n'ira pas. La dose ne va jamais se déclencher. Donc, une fois qu'on a bien aspiré tout le nuage, on retire l'inhalateur de la bouche, on retient sa respiration le plus longtemps possible, puis on expire et on respire normalement. Pour refermer l'aérosol, on redescend le petit clapet, on remet le capuchon et ne pas oublier, comme à chaque fois, de se rincer la bouche, gargariser et recracher. Alors, le dernier aérosol, c'est le Respimat. Et comme je vous l'avais dit, c'est le seul qui est sans gaz propulseur. Et donc, en fait, le nuage qui va sortir sera beaucoup plus doux. Vous le verrez si vous en manipulez à l'officine. Quand vous prenez l'aérosol doseur et l'auto-hâleur, c'est vraiment un gros pchit qui se fait quand vous déclenchez. Tandis qu'ici, le Respimat, quand on le déclenche, c'est vraiment une petite brume, un petit nuage qui sort et qui ne fait aucun bruit. Alors le Respimat, il est assez particulier, surtout ici, pour la préparation avant la dose, il faut insérer en fait une cartouche qui n'est pas directement mise dans le dispositif. Et le fait d'insérer la cartouche dans le dispositif, c'est pas toujours très facile. C'est pour ça qu'il est mis sur la fiche, demandez de l'aide à votre pharmacien ou à votre médecin. Parce que franchement, je pense qu'une personne âgée, je ne sais pas si elle aurait la force pour pousser la cartouche suffisamment fort dans le dispositif pour qu'elle soit bien mise en place. Donc ça, je vous invite à regarder au niveau de la vidéo, ce sera plus facile que moi de lire ici toutes les étapes. Donc je viens tout de suite au moment où l'inhalateur est prêt et où je peux prendre une dose. Donc tenir l'inhalateur droit avec le capuchon fermé, tourner la base transparente dans le sens des flèches jusqu'à entendre un clic. On ouvre le capuchon complètement, donc là c'est l'embout buccal qui est là. Toujours on éloigne l'inhalateur, on expire, donc on vide ses poumons. On se tient droit, on place l'embout buccal entre les dents, on serre bien les lèvres pour qu'il n'y ait pas de l'air qui s'échappe. Et ne pas boucher les prises d'air avec les doigts. Chaque fois qu'il y a des petites grilles, il ne faut pas aller mettre ses doigts devant. On aspire, donc toujours lentement et profondément, tout en appuyant sur le bouton de libération de la dose qui est ici. Donc nous revoilà avec la synchronisation. Il faut appuyer et aspirer en même temps. Si la personne n'est pas capable de le faire, ici ce dispositif-là, on ne sait pas le mettre sur une chambre d'inhalation. Le seul qu'on sait mettre sur une chambre d'inhalation, c'est l'aérosol doseur. Donc retirer l'inhalateur de la bouche, on retient sa respiration, 5-10 secondes. On expire, on respire normalement. Et avec le Respimat, en fait, il faut répéter une deuxième fois les étapes de 1 à 8. Donc, il faut refaire une dose. Et en fait, 2 puffs une fois par jour. Ça, c'est la dose avec les Respimats. C'est un peu un cas particulier à ce niveau-là. Donc, on referme le capuchon. Et toujours, on se rince la bouche, on gargarise et on recrache. Ça va? Donc ça, c'était les 3 aérosols qui contiennent une solution à l'intérieur et qui est expulsé soit avec un gaz propulseur ou sans gaz propulseur, mais il y a à chaque fois un nuage qui sort. Deuxième grand type d'inhalateurs, ce sont les inhalateurs à poudre sèche. Donc ça veut dire ici à l'intérieur, ce n'est plus une solution. En fait ici, c'est de la poudre. Dans ces 3-ci, la poudre est déjà préparée en petite dose unique. Okay, en monodose. Et en fait, les monodoses, c'est quoi? C'est tout simplement une petite gélule qu'on va devoir venir mettre en fonction du dispositif, qu'on doit à chaque fois venir mettre dans le dispositif. On va venir casser cette gélule et inhaler le produit, la poudre qui est à l'intérieur de la gélule. Maintenant, le seul souci avec ce type de puff-là, c'est qu'il faut pouvoir aspirer suffisamment fort pour pouvoir aspirer la poudre qui est dans la gélule qui se trouve dans le dispositif. Si on n'a pas un débit aspiratoire qui est suffisamment fort, toute la poudre va rester dans la gélule et on ne saura pas prendre le puff. Donc vous voyez, le médecin doit aussi tenir compte de tout ça. Il doit tenir compte de s'il a en face de lui une personne âgée, un bébé, un enfant, et de voir quel type de puff lui convient le mieux. C'est pour ça que pour une même spécialité, il y a différents types de puffs.
Donc, le premier Aerolyzer et Breezalor, ils sont sur la même fiche SSPF. Ils se ressemblent très fort, mais l'Undialor aussi, vous allez voir, c'est vraiment tous les trois le même système. C'est une gélule qu'on met dans le dispositif. Chaque fois, à l'aide des petits boutons qui sont sur le côté, on appuie, on vient casser la gélule pour qu'il y ait un petit trou qui se fasse et qu'on puisse aspirer par l'embout buccal qui est là. C'est toujours le même système. Donc, c'est la même fiche SSPF pour Aerolyzer et Breezalor. Donc, on retire le capuchon, tenez fermement la base de l'inhalateur et basculez l'embout buccal pour ouvrir l'inhalateur. La seule différence avec l'Aerolyzer et le Breezalor, c'est qu'il y en a un qui s'ouvre vers l'arrière et l'autre sur le côté. Donc, vraiment, c'est vraiment la même chose, ces deux-là. Donc, sortez une gélule de son emballage. Donc, dans la boîte de l'aérosol, en fait, vous avez le dispositif plus des plaquettes avec des gélules. Okay. Donc comme il l'a bien mis là, les gélules ne sont pas à avaler, les gélules sont à mettre dans le dispositif. Donc sortez une gélule de son emballage, placez-la dans la cavité donc prévue à cet effet. N'avalez pas la gélule. Refermez l'inhalateur jusqu'à entendre un clic et donc on tient l'inhalateur en position verticale et on vient enfoncer les deux boutons latéraux en même temps. Et donc ça va venir percer la gélule, faire un trou dans la gélule. Il ne faut faire ça qu'une seule fois, parce que si vous commencez à faire ça plusieurs fois, vous allez casser la gélule en 1000 morceaux et inhaler des particules de gélule. Bon, c'est pas très grave, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Ça va, donc on appuie une fois, on perce une fois la gélule et on relâche. La gélule est prête, il y a un petit trou dedans, l'inhalateur est prêt. Donc, comme d'habitude, on expire en dehors du dispositif. On se tient bien droit, on place l'embout buccal entre les dents, on serre les lèvres. Et maintenant, attention, contrairement aux trois précédents, les aérosols là, qui dégageaient un nuage, il fallait aspirer lentement et profondément parce que le nuage arrivait, il fallait aspirer lentement. Ici, je vous ai dit, la gélule, elle est là à l'intérieur et il faut arriver à aspirer toute la poudre qui est à l'intérieur. Donc maintenant, dans tous ces dispositifs-ci à poudre, il faut toujours aspirer non plus lentement et profondément, mais rapidement et profondément. Donc c'est vraiment une grosse aspiration comme ça pour avoir suffisamment de force pour aspirer la poudre qui est à l'intérieur de la gélule. Et quand vous aspirez suffisamment fort, un truc qui vous montre que vous aspirez suffisamment fort, c'est que la gélule vibre à l'intérieur. Ça va ? Une fois qu'on a bien inhalé, on retire l'inhalateur de la bouche, on retient sa respiration 5 à 10 secondes et puis on expire lentement, on respire normalement. Alors, ouvrez l'inhalateur pour vérifier si la gélule est bien vide. Si ce n'est pas le cas, on recommence. Ça va jusqu'à ce que la gélule soit vide. Et ensuite, on sort la gélule, on la jette et on referme l'inhalateur et on remet le capuchon. Toujours ensuite bien se rincer la bouche. Et donc le troisième qui est l'Undialor, mais je vous dis c'est vraiment le même système. Donc toujours on ouvre le capuchon, on prend une gélule, ne pas les avaler, on la met dans le dispositif, on referme, on clique, on pousse sur ici, il y a juste un seul bouton, on pousse une seule fois sur le bouton pour venir percer la gélule. Et puis pareil, on vide ses poumons, on met l'inhalateur en bouche, on aspire toujours bien rapidement pour bien aspirer toute la gélule et profondément. On retire l'inhalateur de la bouche, on retient sa respiration et puis on respire normalement. On vérifie que la gélule est bien vide. Si ce n'est pas le cas, on recommence. Puis on jette la gélule, on referme l'inhalateur, on se rince bien la bouche, on gargarise et on recrache. Donc voilà pour les deux premières grandes catégories. Donc aérosol, inhalateur de poudre sèche, monodose, d'autre part. Je vais faire les inhalateurs multidoses dans une prochaine vidéo pour ne pas que ce soit trop long.